30 septembre 2022, 30 septembre 2025, voilà 3 ans que le Burkina Faso est dans une nouvelle page de son histoire. Une histoire qui s'écrit en lettres d'or avec l'ensemble des fils et filles du pays, avec le capitaine Ibrahim Traoré comme commandant à bord, commandant du navire Burkina, désormais sous le vent de la révolution progressiste populaire. Quelles sont les perspectives de la gouvernance actuelle du Burkina Faso? Nous en parlons ce soir, mais avant nous ferons le rappel des circonstances de la prise du pouvoir du 30 septembre avant de jeter un regard sur les acquis de 3 ans de gestion du pouvoir d'État par le MPSR2. Bonsoir à tous et merci de suivre ce plateau spécial en 3 du MPSR2. Pour débattre de toutes ces questions, nous avons avec nous des invités qui ne sont plus à présenter. Nous avons donc Adama Sigiré, vice-président de la Commission nationale de l'AES. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Gervais Nadembega, ingénieur du développement rural, est avec nous. Bonsoir, monsieur Nadembega. Avec nous également Karim Diallo, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir madame. Enfin, Blaise Tiendega, lui est journaliste. Bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir à vous madame, bonsoir à tous. Alors, 30 septembre 2022, comment avez-vous vécu cette journée désormais historique pour le Burkina Faso? Je commence par vous, monsieur Sigiré. Merci beaucoup madame, c'est un grand plaisir d'être sur votre plateau, mais aussi féliciter toute l'équipe de la RTB pour le formidable travail qui est fait. Effectivement, 30 septembre 2022, c'est une journée historique pour le Burkinabés. C'est l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Cet homme qui n'était pas assez connu par les Burkinabés et qui effectivement a évincé le lieutenant-colonel Damiba pour prendre le pouvoir. Moi, en tout cas, le 30 septembre 2022, j'étais serein. Je n'étais vraiment pas content de la gouvernance du lieutenant-colonel Damiba parce que je trouvais que c'était une gouvernance aux antipodes de la volonté des populations. Il est venu pour faire la guerre, il s'est fourvoyé en faisant autre chose, plus de la politique politicienne, ce qui n'était pas une très bonne chose. Voilà, parce que Roch-Marc Christian Kaboré qui était là faisait la même chose. Mais bon, quand le capitaine Ibrahim Traoré aussi et ses amis prenaient le pouvoir, moi j'étais serein, tout en priant Dieu. Je suis devenu subitement un grand croyant. Voilà, en priant Dieu dans l'espoir que ce serait la bonne personne qu'on attendait. Parce que c'est un homme qu'on ne connaissait pas, on n'a jamais entendu son nom. Franchement, je ne le connaissais pas. Je n'ai jamais entendu parler du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, la première fois que j'ai vu son visage, bon, j'ai dit, espérons et prions Dieu que ce soit la bonne personne. Donc, moi, j'étais vraiment serein, plutôt dans une attitude méfiante, voilà, parce que j'étais aussi convaincu que ce n'est pas par forcément un coup d'État qu'on peut faire le développement, mais il faut prier Dieu que le coup d'État vous envoie la bonne personne. Alors, monsieur Nadembega. Ça a été une chance pour nous. Okay. C'était pratiquement le phénix, l'homme de l'espoir. On remercie Dieu. Et quand il a commencé les premiers mots, on s'est dit que voilà la personne qu'on attendait. En tout cas, dès le début, il a su nous convaincre et jusqu'à présent, il a pu nous convaincre. Et vous, quels sont vos souvenirs du 30 septembre? Mes souvenirs du 30 septembre, ça va être effectivement en ligne avec mon engagement politique. Parce que, avec effectivement des camarades, nous avions, après le Ditanier, appelé effectivement à la constitution du Front patriotique et nous voulions effectivement que le Front patriotique soit un cadre rassembleur, que partis politiques, organisations de la société civile, pour faire la veille, après effectivement le coup d'État de Damiba, pour faire en sorte effectivement que la transition qui allait effectivement se passe bien et respecte effectivement la volonté du peuple, un peuple qui a été vraiment spolié pendant 27 ans, plus 7 ans. Et pendant qu'on pensait effectivement que l'insurrection allait apporter effectivement quelque chose à la réalisation des rêves et de l'appel des insurgés, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. C'est vrai, aux premiers instants, nous nous sommes dit, Damiba a appelé effectivement à la révolution. Mais vous aurez observé que très rapidement, il a fait du rétropédalage. Le rétropédalage n'était pas seulement au plan idéologique, au plan de la sémantique, mais c'était au plan aussi concrètement de recul. Le recul, d'abord, la démocratie avait été évincée, mais celui qui arrivait pour faire pire, puisqu'il s'est attaqué même aux décisions de justice, alors que c'était la force des systèmes démocratiques. Et ça ne nous a pas étonnés. Même si on ne dit pas qu'on y a contribué pour quelque chose, ça ne nous a pas étonné effectivement que ça arrive. Et quand c'est arrivé, on a observé, et au sein effectivement du Front patriotique, il y a eu, le secrétariat exécutif, il y a eu des discussions à savoir comment on pouvait caractériser cela.
s'il s'agissait effectivement d'une révolution ou s'il s'agissait seulement d'un mouvement relativement populaire. Et nous étions de ceux qui disaient effectivement il faut être très prudent parce qu'on ne peut pas dire effectivement que c'est la révolution parce qu'il y a eu quelques mouvements associatifs et qui ont travaillé effectivement à ce que ça arrive. Il faut attendre effectivement de voir. Okay. Alors, monsieur Tiendega, journaliste, le 30 septembre, vous étiez où, sur le terrain ou en rédaction? Le 30 septembre, j'allais dire, je l'ai vécu en étant sur le terrain parce que quand j'étais à Nyoko 2, dans la soirée, j'ai vu donc des pick-up qui sont venus de Kaya et ils avaient emprunté en fait les deux voies et ils ont pris les deux voies opposées. Donc je voyais les véhicules qui circulaient et je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc tant que naturellement on va à l'information et je suis allé à l'information, je me suis renseigné qu'est-ce qui s'est passé et bon, les informations sont venues de gauche à droite qu'il y a des jeunes officiers qui ont décidé en fait de prendre leurs responsabilités et leur souhait le plus ardent était de changer la donne. Donc j'ai appelé des amis et je suis donc venu un peu vers l'hôpital Yalagado avec un ami qui certainement suit cette émission parce que c'est un jour souvenir. Et donc nous sommes allés à l'information, on a dit que c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Et immédiatement mon réflexe c'est que nous qui suivons en fait la scène politique qui évolue depuis une dizaine, pour ne pas dire une douzaine d'années, nous observions que comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit tout récemment, le peuple burkinabé c'est un peuple intrinsèquement révolutionnaire. Donc, et les souvenirs des militaires leur donnent souvent, il y a une sorte d'armement moral. Donc quand le lieutenant-colonel Damimba est venu, il y a eu des actions avec un certain nombre d'insuffisances, d'avoir une concentration du pouvoir d'État. Deuxièmement, nous étions à moins de 10 ans de l'insurrection populaire avec un certain nombre d'orientations sur le plan idéologique, même si ça n'a pas abouti. Donc nous qui suivions, nous n'étions pas étonnés qu'à un certain moment, en fait, avec l'évolution de la situation sécuritaire, qu'il peut d'une manière ou d'une autre arriver ce genre de situation. Donc, et la première personne que j'ai appelée, quand c'est comme ça, il faut vérifier ce qu'on appelle souvent en essai clinique le cas contrôle. Donc, j'ai un ami, pour ne pas dire que j'ai connu, lors d'une formation en 2021 à Cambouin-Saint, l'Union européenne, je crois, qui formait en fait des forces spéciales et qui était un colonel. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe avec la situation à Ouaga. Il m'a dit, Tchetga, écoute, c'est fini pour nous. Je dis pourquoi? Il me dit, le code est tel que c'est fini pour l'Union européenne, c'est fini pour la France. Et c'est depuis lors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie alors. Et quand il m'a donné 3 codes. Et ces 3 codes m'ont renvoyé à l'histoire du Burkina. Et c'est comme ça que moi, j'ai compris que, en fait, la situation qui se passait allait être une révolution. Donc, je le dis souvent à certains amis, que pour moi, la révolution populaire progressiste, moi, je pense que depuis le 30 septembre, moi, j'avais la conviction qu'on était engagé dans une révolution. Parce que quand on regarde la position du lieutenant-colonel Damimba, le processus de socialisation et le groupe auquel il appartenait, et quand on regarde en fait la génération donc des jeunes officiers qui sont à la tête de notre État, c'est des jeunes officiers qui pour la plupart sont nés dans les années
post-décès du capitaine Thomas Sankara. Ils sont des capitaines pour la plupart, des commandants pour certains. Donc c'est une génération aussi qui a été socialisée dans l'idéologie, en fait, l'autodétermination du peuple burkinabé. Et un capitaine qui vient à la tête, un 30 septembre, ça renvoyait dans l'imaginaire collectif des Burkinabés le revenant donc du capitaine Thomas Sankara. Et au fil donc du temps, le capitaine Ibrahim Traoré a su s'inscrire dans la logique du capitaine Thomas Sankara, même si au début dans le fond on ne le percevait pas. Pour nous qui analysions, nous savions que progressivement nous allions être donc dans la continuité donc de la RDP. Alors Monsieur Diallo, vous étiez convaincu que qu'un changement s'opérait, ou vous étiez toujours dans l'attente de voir ce qu'il allait se passer par la suite? Merci bien madame. Je voudrais donc avant tout propos que vous me permettiez de rendre vraiment un hommage appuyé à l'ensemble de nos forces armées nationales et aussi à l'ensemble des forces de sécurité intérieure pour tous les efforts qu'elles déploient et aussi les sacrifices qu'elles consentent au quotidien dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Je voudrais aussi profiter et rendre un hommage au peuple martyr du Burkina Faso qui traverse une situation difficile depuis 2016. Voilà. Revenant à votre question, je dois pouvoir avouer que le propre des coups d'État, justement, c'est de commencer comme un fait banal et par la suite, ça se confirme parce qu'effectivement, lorsque vous voulez faire un coup d'État, c'est clair que vous n'allez pas déballer toutes vos batteries à la place publique parce que ça peut compromettre l'opération que vous êtes en train donc, de réaliser. Donc, ceci dit, aux premières heures donc, du 30 septembre 2022, les éléments n'étaient pas encore très clairs parce que on ne savait pas si c'était un mouvement d'humeur de la troupe ou bien si c'était un coup d'État au sens propre du terme. Ouais, c'était que nous venons de vivre un coup d'État il n'y avait pas à moins d'un an. À moins de 9 ans, 9 mois plutôt, 9 mois. Voilà. Et l'autre aspect aussi, c'est que la problématique qui se pose, c'est qu'on ne sait pas si le coup d'État est fait par une autre fraction de l'armée ou bien est-ce que les auteurs sont à l'intérieur du MPSR. Et donc c'est après qu'on s'est rendu compte que c'est le MPSR qui a fait un coup d'État au MPSR parce qu'il y avait des divergences au sein donc, de la troupe dans la manière donc, de conduire donc, les affaires de l'État. Et c'est ce qui a amené donc l'avènement du MPSR 2. C'est vrai que ce jour, moi j'avais un programme un peu chargé, mais dès la nuit, on sentait déjà que... Parce que vous savez, les grands événements sont toujours annoncés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et moi, j'ai fait mon programme de telle sorte que le 29 septembre dans la soirée, j'ai dit à madame, voilà, je me suis mis en fait dans les tâches que d'habitude même je n'exécutais pas. Et donc le 30 septembre dans la matinée, on apprend qu'il y a une situation dont on n'a pas l'entier contrôle. Et donc j'ai profité de rester vraiment à ses côtés et puis suivre l'évolution de la situation. Parce que dès le début de la crise sécuritaire, on était convaincus que les forces armées nationales allaient être à la hauteur du défi. Mais nos craintes, c'était par rapport à leur capacité à rester unis et à rester solidaires face à la crise sécuritaire. Et donc, lorsqu'il y a des mouvements de ce genre, ça crée de l'appréhension. Le temps que vous voyez maintenant, la nouvelle situation donc, qui se pose à vous. Donc, c'est clair qu'on avait des appréhensions parce qu'on ne savait pas tout ça, ça allait nous amener où. Parce qu'on avait fait le coup d'État contre Roch Kaboré le 24 janvier 2022. Et le 30 septembre 2022, il y avait un autre coup d'État. Donc, il y avait des appréhensions. Mais comme ils l'ont dit, c'est au fur et à mesure que la parole présidentielle a été prononcée que ça a permis plus ou moins donc, de rassurer les gens par rapport aux intentions réelles des nouveaux maîtres donc, du pays. Et je pense qu'avec le temps, l'écoulement du temps et à l'épreuve de la réalité du terrain, on peut dire que les ambitions de départ ont été affinées, ont été comprises, en tout cas par la plupart des Burkinabés. Vous avez tantôt parlé des divergences au sein du MPSR 2 et l'un des points de divergence fut la question sécuritaire. Alors, M. Sigiré, quel était le contexte vraiment de la prise du pouvoir du MPSR 2 à l'époque? Oui, madame, moi personnellement, je crois que je suis rentré de la Côte d'Ivoire vers le 15 septembre et dans un groupe, je disais, vers le 15 septembre, j'ai dit dans un groupe que le lieutenant-capitaine, le 15 septembre 2022, je disais dans un groupe que le lieutenant-colonel Demiba ne pouvait pas tenir encore pendant un mois. Voilà, ça c'était vers le 15 septembre. Et pourquoi vous étiez convaincu? Non, j'étais convaincu simplement parce que Demiba était
était en train de marcher contre l'histoire du Burkina Faso. C'est un homme qui ne comprenait rien de l'histoire. Parce que quand il arrive au pouvoir en janvier 2022 et les populations ont applaudi, personnellement moi je n'ai pas applaudi parce que moi je n'applaudis pas pour les coups d'État, ça c'est de ma nature, voilà. Les populations ont applaudi parce que les populations étaient vraiment dans le découragement, dans la déception. Avec Roch Marc Christian Kaboré, nous sommes arrivés à un certain moment où pratiquement on sentait qu'on s'enlisait dans la guerre. Pas qu'on n'avait pas de militaires qui voulaient combattre, mais on avait une armée qui était déstructurée, qui n'avait pas d'armement. Donc personnellement je savais que moi j'avais des informations du côté des militaires qui montraient que le découragement était arrivé à un certain niveau où on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc moi je voyais le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré fini. Le coup d'état de Demiba n'a pas été une grande surprise pour moi parce que je voyais le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré en train de finir. Mais quand Demiba est arrivé au pouvoir, pour moi il allait répondre aux attentes des populations, faire réellement la guerre et surtout adopter une politique anti-impérialiste, une politique anti-néocolonialisme pour nous permettre d'être nous-mêmes et de faire cette guerre-là. Mais 2 mois après, Demiba, à travers la formation de son gouvernement, il a dévoyé cette mission. Il est devenu plus politicien que ceux même qui ont fait les écoles de politique. Donc, tout naturellement, les déchirures au niveau du MPSR sont naturellement venues. C'était si visible que ça. C'était si visible. Et moi, à un certain moment, j'avoue que j'étais dans le découragement total. À ce moment, j'ai quitté le Burkina Faso pour aller me chercher ailleurs. Parce que je n'avais aucun espoir avec le régime de Demiba. J'étais arrivé à un certain niveau où je me suis dit que pour moi, vous m'excusez, mais pour moi, c'était l'officier le plus médiocre de l'armée burkinabé qui a pris le pouvoir. Et moi, je m'en voulais à ces jeunes qui ont pris le pouvoir. Je me disais, mais comment vous allez, à ces jeunes qui ont fait le coup d'État, je me disais, mais comment vous allez faire un coup d'État, prendre le pouvoir et donner à un officier aussi médiocre et incompétent comme ça. Ce n'est pas pour l'insulter, mais c'est sa véritable nature. Donc, tout naturellement, quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir le 30 septembre 2022, moi, ça ne m'a pas surpris parce que je savais que le pouvoir de Demiba n'allait pas tenir. Mais quand le capitaine aussi arrivait aussi, comme de par le passé, j'ai vu ce que Demiba a fait, moi, j'ai dit non, comme ma grand-mère me dit, il faut attendre que les gens dansent avant d'applaudir. Applaudir pour un danseur qui n'a pas commencé à danser, souvent ça peut vous tromper. Donc, moi c'était aussi, je n'étais pas si enthousiaste, je me suis dit, ok, c'est un autre officier qui vient, on va voir ce que lui aussi il va commencer. Quand il va commencer à danser, si on peut le soutenir, alors on va le soutenir. Donc, je n'étais pas du tout surpris par la fin du pouvoir de Demiba. Tout naturellement, pour quelqu'un qui sait faire une analyse holistique et historique, selon la dynamique de l'histoire, selon la marche des peuples, on savait que Demiba n'a pas pris la bonne voie. Et moi, personnellement, je l'ai dit à un de ses ministres qui m'a appelé un jour pour tenter de me convaincre que je dois les accompagner, à vouloir me proposer des postes. Je dis non, moi je ne suis pas un mendiant, on ne peut pas accompagner, moi je ne peux pas accompagner quelqu'un qui n'est pas intelligent et qui ne connaît rien de l'histoire. Alors, M. Nadembega, c'est vrai que certains observateurs disent que le coup couvert depuis un bout de temps, mais il y a certains faits quand même qui sont venus, bon, je dirais accélérer, notamment l'attaque du convoi de Djibo le 26 septembre. Oui, donc ce n'est pas seulement cela qui a accéléré. Ce qui a accéléré, c'est l'inconduite de colonel Damiba. C'est l'absence d'orientation politique claire. C'est l'impression ou la confirmation qu'il a donnée qu'il était en train de travailler à réinstaller un pouvoir vomi depuis effectivement des années. Et qui a été à la base, c'est cette vomissure qui a été à la base la naissance de la mobilisation pour l'insurrection. Et paradoxalement, il conteste le président Kaboré, oui. Et puis il annonce là qu'il ferait la révolution et il revient, il prend effectivement, il ouvre la frontière pour faire entrer effectivement le président Kaboré sans passer par la case justice, hein, et il signe effectivement des accords pour ce qu'il appelle effectivement des zones d'intérêt militaire. Oui. Voilà. Et c'est comment il définissait sa zone d'intérêt militaire pendant qu'on s'attendait à ce qu'effectivement ils protègent les populations, travaillent effectivement à leur retour sur leur terre. On leur dit, si vous restez là-bas au-delà d'une semaine, ce qui vous arrive, c'est vous qui l'aurez cherché. Et pendant ce temps, donc c'est vraiment à ne pas comprendre pourquoi il était là. Et vous savez, j'aime dire effectivement, et il a alludé à ça tantôt, le peuple burkinabé est doté d'un sens élevé du discernement. Il est patient, il regarde. Regardez comment le coup d'État, le 24 janvier, est arrivé à Roch Marc Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré, voilà quelqu'un qui est arrivé effectivement au pouvoir avec effectivement, je veux dire qu'il a été adoubé, hein, au regard des promesses, parce qu'il est venu effectivement avec comme leitmotiv la solution, comme programme la solution.
Et on se disait effectivement, il avait de l'expérience après avoir marché aux côtés du président Compaoré. Et il avait à côté de lui des jeunes issus effectivement des mouvements révolutionnaires du pays depuis longtemps, tels que les Sanoussi Zouma qui ont tué leur parti pour le rejoindre, tels que effectivement les Firmin Diallo qui étaient des grands lutteurs au niveau du M21. Et il a complètement négligé pour aller gouverner effectivement avec ses amis, avec ses potes, avec la proximité. Alors là, ça s'est passé que tout de suite, si vous observez, il a été élu à près de 57, pour la deuxième, à près de 57,3, quelque chose comme ça pour cent. Mais c'est incompréhensible. Est-ce que vous avez vu une seule personne sortir effectivement pour s'opposer au coup d'État d'Amiba? Alors ça, c'était une leçon que Damiba devrait effectivement prendre. Mais non, comme j'ai cité, il a effectivement, il est arrivé avec des séries effectivement de contradictions, de paradoxes, et le peuple burkinabé, ayant du discernement, a dit, vous voyez, les jeunes sont sortis. Maintenant, ce que je voudrais ajouter à ça, petite anecdote, j'étais chez moi, et puis en face de chez moi, il y a une réserve, et puis un espace vert, et on n'avait pas taillé effectivement les feuilles, et il y a des véhicules, des V8 noirs qui sont arrivés, et c'est Damiba qui fuyait et qui venait effectivement rester là avec effectivement quelques 3 bâchés, quelques 3 pick-up. Et je me suis dit, ben voilà, quand on n'écoute pas le peuple, quand on veut dribbler le peuple, duper le peuple, on ne peut pas éviter effectivement cela. Okay. Alors, Monsieur Kiedgar, enlisement de la crise sécuritaire ou orientation politique hasardeuse du lieutenant-colonel Damiba, quelles sont les vraies raisons de la prise du pouvoir du 30 septembre selon vous? Non. Vous savez, moi je suis de nature à comprendre, puisque la sociologie, à la base, c'est ma formation. On ne juge pas. Mais on sait aussi, à partir d'un certain nombre d'éléments révélés, que l'être humain est le processus d'une socialisation. C'est pour cela que bon nombre de personnes qui s'étonnent des gens, nous autres, il n'y a rien d'étonnant sous le soleil. À partir du moment où vous avez le fil du processus de socialisation, c'est ce que les Occidentaux nous ont dit, le CV, le curriculum de vie, curriculum vitae. Bon, après les actions, ça n'étonne pas. Alors, je pense que le grand frère d'Amimba n'a pas est d'une génération. Et de cette génération, c'est juste l'après Sankara que cette génération, et c'est une génération aussi qui a plusieurs composantes. À un certain moment, ont porté les premiers galons, voilà, sous un système politique, et qui croyaient en ce système politique. Donc, quand ils sont venus, le réflexe, c'était en fait de faire appel à ces personnes, à un certain nombre de personnes, qu'ils estimaient qu'ils pouvaient leur donner des conseils. Et vous avez vu qu'il y a des repris de justice qui avaient déjà commencé à circuler dans le cercle, et qui commençaient à parler de négociations au Qatar, de réconciliation et de tous ces conseils, de cohésion sociale. Et je pense que sur le plan de la philosophie politique, la génération, une partie plutôt de la génération du grand frère d'Amimba, c'est une génération qui croyait que le modèle ambiant c'était ce modèle-là. Or, les jeunes officiers, au sein donc du MPSC, c'est une génération universitaire, et c'est une génération aussi qui a été dotée quand même d'un substrat politique. Donc, ce qui faisait que la contradiction allait naître, et au vu donc des réalités, je disais à un ami ivoirien que, et je l'ai répété la fois dernière ici, que nous sommes capables de transformer des chauffeurs de Baka en force spéciale pour installer quelqu'un à quelque part. Donc, les différents raisonnements épileptiques sur les réseaux sociaux tendant donc à comparer donc l'armée burkinabé à toute autre armée, je pense qu'il fallait qu'ils arrêtent. Et donc, nous ne sommes pas dans ça. Le peuple burkinabé, c'est l'un des peuples les plus sérieux donc, de la planète. Donc, c'est pour dire que, sous le plan des réalités militaires, nous avons une armée qui a une histoire.
une armée qui est réputée combattante, mais une armée qui a été désarticulée juste après donc, la révolution d'août 83 et le poste de commandement de la France-Afrique juste après la mort d'Houphouët-Boigny. Vous connaissez donc l'histoire entre Houphouët-Boigny et notre ancien président Blaise Compaoré. Le poste de commandement de la France-Afrique s'est déporté chez nous. Et donc, ce qui fait qu'on a sur le plan de la philosophie militaire, on nous a cantonné à des opérations extérieures pour les intérêts de la France-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et toute personne ayant goûté donc aux fruits interdits donc, de la France-Afrique, naturellement, vous savez, quand on mène un certain nombre de combats qui ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités historiques et d'une certaine donc, leçon de vie, à un certain moment, on devient prisonnier du système. La plupart de ceux qui ont été prisonniers du système ne sont pas capables d'autodétermination. Et le capitaine Ibrahim Traoré, vous l'aurez constaté, ce n'est pas un capitaine qui a été prisonnier des réseaux. Donc, naturellement, c'est un homme qui avait tous les substrats de l'autodétermination. La personne qui m'a dit, sous la base d'un certain nombre de variables, aussi bien sociologiques, et un certain nombre de variables du fait qu'il n'avait pas son nom dans un logiciel qui était installé. Donc, ce qui fait que on ne pouvait pas le contrôler au début. Et si vous suivez les médias français, il y a un média au début qui a dit qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune capitaine, parce qu'effectivement, il n'a pas été embrigadé dans les réseaux. Parce que le plus grand danger, moi j'ai dit, entre Burkinabés, même quand on parle de la question de la cohésion sociale, de la réconciliation, j'ai dit, si vous mettez en place un ministère du partage des intérêts économique et politique de Burkina, et vous mettez en place un ministère de la réconciliation, 90% à 99% de ceux qui parlent de réconciliation vont s'aligner sur le ministère donc, du partage des intérêts économiques et politiques que sur le ministère de la réconciliation. La vérité, il n'y a pas de Burkinabé méchant ou mauvais et gentil. Il y a qu'à un certain moment, on devient prisonnier d'un certain nombre de réseaux, on devient otage d'un certain nombre d'officines qui défendent des intérêts sous la bannière de prétendues idéologies, mais à la vérité, l'histoire politique de Burkina nous montre que les gens, c'est en fonction de leurs intérêts pécuniaires, etc. etc. Donc moi, très honnêtement, la vérité, c'est que notre situation militaire, c'est qu'on avait des hommes qui peinaient à savoir où on allait. On avait des difficultés matérielles qui étaient criardes. Moi, j'ai assez de frères dans l'armée, des militaires, des gendarmes et des policiers. Et quand on échange, ils nous disent clairement qu'il y avait des problèmes matériels. On a un problème aussi qui était une question d'organisation. Le doyen Laurent Charles Ouattara, avec qui j'ai eu la chance de faire des émissions quand je faisais des plateaux, il a brillamment exposé ces problèmes-là. On a Auguste Denis Barry, pour ne citer que ce monsieur-là, depuis 2015, qui avait anticipé en disant qu'il fallait opérationnaliser un certain nombre d'instruments de renseignement, etc., avec le centre de recherche stratégique qu'il avait commencé à faire. Mais, comme je l'ai dit, le poste de commandement de la France-Afrique qui était installé a fait venir juste après l'insurrection. Ceux qui ont pris les commandes n'avaient pas compris les vraies aspirations du peuple burkinabé, parce qu'eux-mêmes sont issus d'un produit de la France-Afrique, sauf que depuis l'ULCCR, il y avait un certain nombre d'acteurs qui étaient dans l'esprit réformiste. Les doyens peuvent mieux expliquer. Oui. Mais ils sont issus d'un produit, ce qui fait qu'ils n'avaient pas une compréhension du système d'organisation de notre armée. Alors, M. Nadambega, sans vous couper, voilà, en fait, je vais revenir sur un point. Oui. Il a parlé tantôt de l'idéologie qui n'est pas forcément requise dans le contexte burkinabé. C'est plutôt juste les actes et c'est les intérêts. Je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. Sans idéologie, vous naviguez à vue et vous ne pouvez arriver dans vous ne pouvez vous laisser conduire que dans des situations telles qu'effectivement Roch-Marc Christian est arrivé, telles que Damiba est arrivé. Parce que c'est quoi l'idéologie? C'est pas des rêves. L'idéologie, c'est un ensemble de valeurs pour lesquelles on opte. Et une voie effectivement pour atteindre effectivement ces valeurs. Quand on dit effectivement qu'on n'a pas besoin d'idéologie, ça veut dire qu'on devient des pinces. Okay. On devient des ventres et on cherche effectivement à satisfaire nous allons rester dans le débat. Non, nous passons sur ce sujet. Oui, je n'ai jamais dit, moi je suis de nature, j'ai toujours dit que ceux qui pensent qu'actuellement on est à RPP
Moi, depuis le début, on était en RPP. Maintenant, c'est le concept qui n'existe pas. Officiellement annoncé. Parce qu'on ne peut rien faire sans idéologie. Moi, je suis sociologue. J'ai bel et bien dit, et je répète, quand je parle d'idéologie, j'ai bel et bien dit qu'il y avait un certain nombre de personnes sous la bannière d'une certaine prétendue certaines idéologies, en fait, avaient embrigadé l'espace public burkinabé. Et M. Sigré est mieux placé pour savoir de quoi je parle. Alors, donc, je vais dire simplement, c'était pour expliquer en fait le contexte politique. Maintenant, pour revenir, je disais, on avait un problème matériel, on avait un problème d'organisation de l'armée. Et je pense que c'est tout ça que le grand frère d'Amiba n'avait pas compris. Et c'est tout ça que l'ensemble des acteurs qui étaient autour de lui n'avaient pas compris. Et comme les uns et les autres l'ont dit, on a assisté donc à un certain nombre de déphasages avec donc les aspirations du peuple burkinabé depuis l'insurrection de 2014. Et c'est ça qui a conduit en fait à un certain moment au blocage. Et donc, quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, depuis sa première interview, les mots qui ont été placés, les mots étant bien choisis, et ce qui lui a facilité beaucoup la tâche, c'est qu'il y a un média aujourd'hui qui est un non grata au Burkina, qui lui a facilité l'antenne et qui pensait le piéger. Et c'est là que, en réalité, ils lui ont rendu service à 0 francs CFA. Ce que les gens payaient 300 à 400 millions, je me suis renseigné. Ces gens d'interview-là, si vous n'avez pas 400 ou 500 millions, on ne vous prête pas le micro. Maintenant, on lui a prêté le micro semblant en voulant le piéger, mais en réalité, on lui a rendu le plus grand service de l'histoire. Et je pense qu'il a su placer les mots au début. Il a parlé donc de changement de partenaire, il a parlé donc d'équipement de l'armée, il a parlé donc de mettre l'armée au service donc des masses populaires, à savoir organiser les populations pour la production agricole. Et depuis qu'il est là, je pense que depuis le premier discours, comme quelqu'un l'a dit, au commencement était la parole. Et je pense qu'à partir de la RPP, au commencement était donc la parole du capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, voilà. Alors on a vu, vous l'avez dit, hein, c'est dès les premières prises de parole du capitaine Ibrahim Traoré, il a fédéré les Burkinabés. Et on l'a vu avant les assises nationales, les Burkinabés sont sortis pour l'exiger, sinon réclamer que le capitaine Ibrahim Traoré continue ce qui a commencé le 30 septembre. Alors, M. Sigré, qu'est-ce que vous avez pensé des mobilisations aux premières heures du coup d'État? Oui, effectivement, madame. Moi, ce qui m'a surtout marqué, j'avoue, ce qui m'a fondamentalement marqué, c'est juste quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Et là, j'ai pu dire que j'ai eu la chance de suivre les acteurs politiques depuis l'insurrection populaire de 2014. Quand il a pris le pouvoir, très vite, et ça s'est organisé, le doyen Narembega est là, à travers le Front patriotique, les gens ont exigé ce qu'on appelle une transition civile. Et là, moi, très vite, j'ai su que c'est une récupération des politiciens. Tout comme ça s'est passé en 2014. Et en 2014, quand nous avons fait l'insurrection populaire, les hommes politiques sont venus faire cette récupération dans l'espoir qu'ils vont servir les masses, mais en réalité, ils se sont servis. Et quand ils ont exigé cette récupération civile, parlant d'une transition civile, moi, j'ai dit non. C'est là que les premières oppositions entre moi et puis je ne vais pas les appeler les communistes. C'est la première opposition en réalité entre ma personne et puis les communistes, avant que les vraies choses n'arrivent. Parce que j'ai vu les choses venir. Il dit non, vous n'avez pas fait un coup d'État. Il ne s'agit pas ici d'une insurrection populaire, parce que d'autres ont voulu confondre la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré et puis une insurrection populaire. Je dis non, ici ce n'est pas une insurrection populaire. C'est vrai que le capitaine était accompagné par les acteurs de la société civile, mais de certains groupes d'officiers, des jeunes officiers, ils ont décidé de prendre le pouvoir. Et pour moi, je ne leur donne pas carte blanche, mais je dis, comme ils ont pris le pouvoir, ils assument le pouvoir. Et dans les premiers mots, je me rappelle qu'il y a un média qui est venu me voir au cabinet, qui m'a interviewé, et j'ai été clair, contrairement à un certain dialogue diplomate, le doyen connaît, on a eu des prises de bec, parce que je n'étais pas d'accord avec sa position. Je dis, non, les jeunes ont pris le pouvoir, que les jeunes assument le pouvoir et que le capitaine Ibrahim Traoré déroule sa feuille de route. S'il déroule sa feuille de route et que nous, on voit qu'il inscrit dans cette ligne de rupture, alors nous, on va l'accompagner. Donc, les jeunes aussi, les acteurs de la société civile, les jeunes qui l'ont accompagné dès le 30 septembre, étaient effectivement sur cette voie-là. Et voilà pourquoi, quand ils sont arrivés aux assises, en réalité, il n'y a plus d'assises, puisque les gens sont arrivés bloqués pour leur dire, même si le capitaine Ibrahim Traoré ne veut pas, il sera président parce que c'est lui qui a fait le coup d'État. Effectivement, moi, je suis vraiment très content de cette attitude des masses, parce que la trahison que les élites étaient habituées à faire
aux masses populaires, cette trahison n'a pas eu lieu. Et si on n'a pas été vigilant, et ça il faut le dire, il faut être honnête et le dire, si on n'a pas été vigilant, si certains acteurs, certains intellectuels, dès le premier moment n'avaient pas été vigilants, les Newton Ahmed Bari qui était en train de vouloir sécuriser le pouvoir pour faire une autre trahison, allait pouvoir récupérer le pouvoir. Heureusement, nous avons pu vraiment déjouer ce groupe, c'est comment je considère comme des gangsters politiques sur le couvert d'une idéologie et puis d'une vision politique. Nous avons pu déjouer ce piège-là et le capitaine aussi a fini par comprendre qu'à partir du moment où il a fait le coup d'État, il faut qu'il s'assume. Et peut-être que nos membres aussi nous ont accompagnés dans cette vision et Dieu merci, nous sommes là. Alors, Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous avez pensé des premières heures de mobilisation de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, un homme que l'opinion ne connaissait pas assez? Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'en matière de pouvoir, on ne peut pas exercer un pouvoir par procuration. Parce que quand vous prenez le pouvoir d'État, vous l'avez pris sur la base d'un certain nombre d'éléments qui vous semblent importants. Et donc, quand vous le faites, vous assumez, comment je dis, complètement. Voilà, parce que c'est une patate chaude, donc vous ne pouvez pas la confier à quelqu'un d'autre en dehors de vous, parce que c'est vous qui êtes mieux placé pour mettre en œuvre ce qui a justifié la prise du pouvoir. Donc de ce point de vue, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré devait assumer la réalité du pouvoir, et avec effectivement l'accompagnement des masses qui s'attendaient en fait à un changement de paradigme. Parce que comme ils l'ont dit, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été vécues, mais qui n'ont pas été nécessairement concluantes. Et donc les masses ont placé en fait leur espoir au capitaine Ibrahim Traoré parce qu'ils considèrent que le capitaine Ibrahim Traoré peut les amener à bord. Donc je pense que c'est ça qui a justifié effectivement la prise du pouvoir, étant entendu aussi que comme l'armée est hiérarchisée, il y a des généraux, il y a des colonels. Mais ça, c'est une frange jeune de l'armée qui décide de prendre ses responsabilités pour pouvoir donc assumer les charges de l'État et donc être à la disposition donc des populations. Je pense que ça allait de soi. Parce qu'effectivement, lui-même doutait apparemment s'il devait prendre le pouvoir ou bien s'il devait laisser le pouvoir. Mais la conjoncture du pouvoir était de telle sorte que ce n'était pas une bonne idée que de déléguer un pouvoir dont on a travaillé donc à acquérir. Et donc, de ce point de vue, c'est tout à fait cohérent et c'est tout à fait logique. Et surtout parce qu'en réalité, de trahir sa vision de la chose. Tout à fait. Alors aujourd'hui, 3 ans que ça dure, que le capitaine est au pouvoir. À l'épreuve du terrain, que retenez-vous, Monsieur Diallo, nous restons avec vous, vous avez déjà la parole. Que retenez-vous de la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, notamment sur la question sécuritaire, la première question sur laquelle il était très attendu des Burkinabés? Oui, merci madame. Je dois pouvoir préciser qu'en janvier 2023, les autorités de l'État ont adopté le plan d'action pour la stabilisation et la transition qui est bâti sur 4 piliers fondamentaux. Et le premier pilier est relatif effectivement à la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Ça, c'était le premier pilier qui était attendu. Le deuxième pilier, c'est répondre à la crise humanitaire. Le troisième pilier, c'est refonder l'État et améliorer la gouvernance. Le quatrième pilier, c'est œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Donc, revenant à votre question, par rapport au premier pilier, je dois pouvoir dire que les capacités opérationnelles des forces armées nationales ont été renforcées. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas dénier au capitaine Ibrahim Traoré. Donc, les forces armées nationales ont vu leurs capacités renforcées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a senti cette volonté politique de faire effectivement la guerre. Voilà. Même si, comment je dis, en inbox, on peut avoir doute, mais la règle, c'est de faire la guerre. Ce qui manquait par le passé, Monsieur Diallo. Oui, bon, par le passé, ça n'aurait pas été bien conduit, parce que toute approche, ça dépend de la manière dont vous conduisez l'approche. Vous ne pouvez pas sortir dire publiquement que vous allez négocier, vous n'allez pas faire la guerre. Quand vous faites ça, vous remettez en cause l'autorité donc des troupes. Donc vous dites que vous déclarez faire la guerre. Maintenant, en coulisses, vous pouvez avoir d'autres stratégies, mais le principe, c'est de faire la guerre. Voilà. Parce que ça vous permet d'être en position de force et de pouvoir négocier, même si négociation il y a. Mais on ne part pas pour dire qu'on négocie dans un premier temps. Si vous faites ça, c'est une mauvaise approche. Le deuxième élément, c'est que les conditions de vie des forces armées nationales sur le terrain devraient être sensiblement améliorées. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, même s'il faut encore travailler à le faire davantage, parce que, comme vous le savez, c'est une situation assez difficile, et donc il faut travailler toujours à améliorer les conditions de vie donc, des forces armées nationales. Il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas de, comment je veux dire, il n'y avait pas de visibilité sur le terrain sécuritaire, parce qu'on ne savait pas si on avance ou on n'avance pas.
Mais avec les actions qui sont posées par le capitaine Ibrahim Traoré, on sent qu'il y a certaines zones où on arrive à récupérer des territoires et à installer des populations. Il y a aussi par contre certaines zones où malheureusement la situation reste critique. Mais on est à l'heure du bilan. Le plus important, c'est de faire le point des acquis, les féliciter pour les acquis qu'on a engrangés et pour les quelques insuffisances qu'on aura constatées, se donner la main pour pouvoir donc améliorer, pour qu'à la fin, l'action soit vraiment profitable au peuple burkinabé. Okay. Monsieur Nadembega, dès le début de la prise du pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a été clair, pas de négociation. Est-ce que ce n'était pas un choix risqué à l'époque? Pour la personne qu'il est, pour l'expérience qu'il a, parce qu'il vient du terrain, il savait donc de quoi il parlait. Et puis, M. Diallo a dit quelque chose ici qui est très important. Il a travaillé dès le départ à avoir la totalité du pouvoir contre effectivement les manipulations qui pouvaient affaiblir, comme le vice-président l'a dit. Parce que s'il prenait le pouvoir, il prenait par exemple la tête et c'est les civils, comme effectivement c'était dit, il fallait alterner, il se trouvait dans une situation où il pouvait toujours être manipulé, ou ne pas avoir la totalité du pouvoir pour agir. Mais regardez la suite. Il a dit, non seulement, on ne va pas négocier, on va faire la guerre. Et par la suite, il a convaincu. En faisant quoi? En restructurant l'armée. Il vous souviendra qu'il y a 25 BIR qui ont été créés. Et en créant les 25 BIR, c'était quoi? Rapprocher effectivement, sur le théâtre de l'opération, rapprocher les hommes qui combattent des zones à risque, à haut risque. Ensuite, ce qui était différent de faire effectivement des zones de session militaire, d'intérêt militaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de prendre des décisions, je ne sais même pas qu'il a essayé, il a pris des décisions qui ont recréé une certaine harmonie au niveau de l'armée. Parce qu'il y avait beaucoup de divergences. Et ces divergences venaient de quoi? Ça venait d'une partie du fait que les gens étant d'horizons divers, de par la formation, vous avez des officiers qui sont formés en France, vous avez des officiers qui sont formés au Maroc, vous avez des officiers qui sont... Et les gens sont en train de parler de promotion, ils sont en train de parler d'école. Et tout ça, dans une armée, ne permet pas la cohésion. Ensuite, vous aviez des générations. Vous avez des généraux qui étaient là, et puis qui étaient habitués à quoi? Aux opérations de maintien de la paix, et puis à répondre aux encadreurs militaires français, qu'on appelait des coopérants militaires, qui étaient sur place et qui donnaient des instructions. Là, il a travaillé également à faire en sorte qu'il y ait, très courageux, c'est des décisions courageuses, qu'on élague tous ces officiers supérieurs qui pouvaient faire effectivement être un frein à la cohésion. Il n'est pas resté là. Il est allé plus loin. Les forces spéciales, au niveau des forces spéciales, vous voyez, il y avait Cobra, etc. Il a travaillé à faire effectivement qu'il y ait une intégration, ce qui était une très très bonne chose et qui a donné... Et il a travaillé à faire en sorte, et ça c'est une grande décision, qu'il y ait la dénonciation des accords coloniaux. Et en dénonçant les accords coloniaux, à partir de ce moment, il pouvait aller chercher des armes. Il avait les mains libres. Il a les mains libres pour aller chercher les armes létales. Parce qu'il vous souviendra également à ce niveau qu'on nous refusait la vente effectivement d'armes. Et on nous envoyait effectivement des coucous qui épandent effectivement des engrais. Et ça, c'était un point de départ qui était très particulier. Ça lui a permis de diversifier les partenaires militaires au niveau de la défense. Il a accordé effectivement une grande importance à la relation civilo-militaire. C'est très important. C'est très important parce que ça permet d'avoir du renseignement et d'avoir effectivement de la coopération, parce que la bataille ne peut pas être gagnée quand on spécialise. Sankara l'a dit, on ne peut pas spécialiser un corps pour dire de se battre effectivement pour l'ensemble. Ça fait que, regardez les équipements que nous avons eus. Sur cette base, il a convaincu et il a appelé effectivement le peuple à venir pour faire une contribution à faire sa guerre et à contribuer financièrement pour cette guerre. Regardez, le rapport, le Premier ministre disait récemment qu'en juin, nous étions déjà à 101 milliards de contributions. On va me dire qu'il y a 1% pour ceux qui veulent faire de l'intoxication. Ils disent effectivement qu'il y a 1% qui est prélevé de force. Mais 1% de 100 milliards, c'est quoi? N'est-ce pas? Et puis c'est 1% de quelle population? Les salariés. Voilà. Donc, et ça,
ça montre une adhésion. Parce qu'aller prendre un bulletin, ça ne coûte rien pour faire une élection. Mais sortir effectivement de sa poche pour dire effectivement voilà ce que je donne comme contribution dans un contexte économique morose où on est, et il a finalement fait de ce pays, là, son économie, une économie de guerre. Une économie de guerre. On va revenir à la question économique plus tard, M. Nadembega. Oui, mais vous parlez tantôt de la mobilisation sociale qui s'est également traduite par les VDP. On a vu plusieurs jeunes burkinabés qui se sont levés. Il y en a qui dormaient à la place de la nation pour se faire recruter au sein des volontaires pour la défense de la patrie. Alors, M. Kientega, est-ce que ça n'a pas été d'un grand atout dans le bilan sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui? Non. Je disais à certaines personnes au début que la plus grosse erreur lorsqu'on veut s'attaquer à la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, c'est de s'attaquer à sa personne en tant qu'Ibrahim Traoré. Parce que ses camarades officiers savent d'où il vient. Et comme nous aimons chercher, nous fouillons là où il ne faut pas chercher. C'est vrai que pour ce qui est de l'albinos noir, nous continuons les recherches. Mais le capitaine Traoré a été percuté, je crois, en 2020, dans une brousse à 100 et quelques kilomètres de Ouaga, par un terroriste. Malheureusement, il est resté couché avec une blessure, une fracture, et l'ambulance est venue le chercher, et l'hélicoptère, je crois, par la suite, autour de 21h. Mais il a été percuté vers 20h. C'est que, en tout cas, mes sources me disent. Et on l'a évacué pour pouvoir donc le sauver de justesse. Et quand on a un homme comme ça, et un de ses anciens amis qui malheureusement est blessé, m'a dit que ils sont arrivés dans une zone une fois et tout le monde reculait. Il leur a dit, je pars et je reviens. Et il a poursuivi une cinquantaine de terroristes avec 3 de ces éléments. Et eux, ils priaient, eux, ils se disaient, c'est fini pour eux. Ils sont retournés se planquer, ils attendaient. Et quand il y a eu en fait une sorte de fumée parce que les tirs étaient élevés, entre-temps, ils voyaient 3 âmes qui venaient, 3 personnes qui venaient dans l'ombre. C'est depuis ce jour que lui, il a décidé d'accorder sa confiance totale à cette personne. C'est très important dans l'armée, quand voilà. Le chef même va exact. Au front. Et au système des Nations Unies, quand je me suis renseigné également, il était donc au Mali, et les terroristes sont venus attaquer à une certaine heure, et le monsieur est sorti de la poussière, puisque les terroristes ont utilisé de la perfidie. Il a dit à tous ces éléments, nous allons les poursuivre. Ils sont partis à 19h, ils sont revenus autour de 22h, 23h. Et quand ils venaient, ils ont demandé à leurs éléments, ils ont appelé, leur dit qu'ils allaient mettre les gyrophares pour revenir. Et un certain nombre de faits de guerre qui montrent que la personne qui était venue au début, beaucoup ne le connaissaient pas. Mais de prime abord, on a vu un monsieur qui moralement était d'un certain niveau. Et les Burkinabés attendaient ça. Donc je pense qu'il a su, dans sa vision, armer moralement le peuple burkinabé, qui était vraiment démoralisé. Je me rappelle la dernière vidéo de Ladji Yoro avant sa mort. Il disait que si on avait vendu le pays, qu'on leur dise pour qu'ils déposent des armes et qu'ils partent. Les VDP étaient dérisoirement payés, à l'époque, mal organisés. Et quand ce monsieur est venu, il a lancé les VDP, puisqu'il a combattu aux côtés des VDP, lui-même l'a dit plusieurs fois dans cette interview, il a compris que face à cette guérilla-là, avec d'autres tentacules, dans sa philosophie de guerre, il fallait impliquer naturellement les masses. Donc, il a non seulement armé moralement les Burkinabés par sa parole, deuxièmement, il a armé les volontaires pour la défense de la patrie, en revoyant drastiquement donc, leur énumération, en les organisant mieux. C'est vrai que déjà, au temps donc, du président Damiba, il y avait la BVDP qui était en vigueur, mais il n'y avait pas de lieu d'organisation et tout. Donc, quand il est venu, il a vraiment travaillé à ce niveau-là. Je ne vais pas revenir donc, sur les BIR qui ont été créés, le renforcement donc, des dispositifs donc, des Goumi, qu'il faut saluer de passage donc, avec les BIR, qui aujourd'hui ont autonomie matérielle, autonomie renseignement opérationnel, etc. etc. Et on voit aujourd'hui le génie militaire qui se déploie, qui était carrément à terre, il faut le dire. Et aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'équipements qui ont été acquis en 3 ans, quand on est burkinabé, on est honnête, on se dit,
de 1960 à nos jours, en 2 ans faire ça, c'est inimaginable. C'est pour cela que nous autres, nous croyons donc à l'albinos noir, on attend de le voir. Mais la vérité, c'est que on a équipé l'armée burkinabé, je ne sais pas, mais il a fallu, comme le doyen Landameke l'a dit, il fallait d'abord dénoncer les accords coloniaux, qui étaient des accords d'asservissement, visiblement. Et M. Adama Sigiri est souvent violent vis-à-vis de certains intellectuels, je le comprends. Mais en réalité, on ne peut pas comprendre qu'on est des élites. C'est vrai, on sait que dans le processus de la néocolonisation, il y a des gens qui ne sont pas capables d'autodétermination. Mais il y a un certain nombre d'accords qu'on ne pouvait pas signer. Humainement, ces accords, on ne pouvait pas les signer, mais on a signé ces accords-là. Et tout ce qui faisait qu'on ne pouvait pas dénoncer ces accords, c'était quoi? C'était que, effectivement, on était des projets. Certains individus étaient des projets pour d'autres entités ou pour supranationales. Mais la vérité, c'est qu'on a dénoncé des accords. Ces accords-là nous ont permis de nous équiper suffisamment parce qu'on avait un problème d'équipement. On a recruté un gonflement d'effectifs jamais inégalé. Et aujourd'hui, on peut ne pas aimer la gouvernance actuelle. On peut critiquer un certain nombre de pans. C'est vrai, il n'y a pas seulement que des acquis. Il y a certaines insuffisances selon le logigramme de certaines personnes. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, l'armée burkinabé a été équipée en moins de 2 ans, comme si on devait l'équiper il y a 50 ans. Donc, et comme lui-même l'a dit, on devait s'équiper, on devait préparer la guerre avant la guerre. Mais c'est au moment de la guerre qu'on est en train de nous armer et préparer en même temps les choses. Donc moi je pense que sur cet aspect-là, il y a eu un certain nombre d'acquis. L'un des acquis majeurs également, c'est que il faut savoir que les attaques ne peuvent continuer. Moi, je suis de ceux qui j'ai toujours dit, même quand les gens font les débats sur, il a dit au début qu'en 3 mois, moi je me rappelle que la phrase qui m'a retenu, nous devions faire en 3 mois ce que nous aurons dû faire en 8 mois. Donc, il y a un certain nombre, comme Diallo l'a dit, ils sont venus avec un plan, mais comme on le dit, une stratégie connue devient une technique. Une stratégie ne doit jamais être connue. Donc, nous, au niveau de notre groupe de recherche, nous nous réjouissons aujourd'hui que la vision idéologique de la RPP, on peut naturellement en discuter, mais nous réjouissons que la plupart des initiatives communautaires marchent et nous sommes pour une idéologie communautaire politique africaine et nous nous inspirons donc Joseph Kizerbo, nous inspirons donc cette théorie-là existe. Nous remercions déjà donc les forces de défense et de sécurité pour le nombreux travail qui a été fait. Et la reconquête du territoire, le ministre de la Défense l'a dit, nous sommes quittés de 37 et quelques pourcents à 40% à 73% aujourd'hui. On se rend compte qu'effectivement sur le terrain, moi je conduis un programme donc dans un milieu rural et nous sommes dans les 4 régions à fort défi sécuritaire. Quand on y va, on sent vraiment l'amélioration. Il y a des axes qui étaient presque coupés. L'axe Ouagabougou était en train d'être coupé. Quand le capitaine Ibrahim Traoré venait, aujourd'hui cet axe est praticable. L'axe Tinkoulogo, Bitou, frontière du Togo, était difficile. Aujourd'hui, l'axe est emprunté et on voit que aujourd'hui, au sein des forces de défense et de sécurité, les gens aujourd'hui ont un engagement jamais inégalé. Et ça, donc, je pense que c'est mettre à l'actif donc du capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades qui ont su réarmer moralement les FDS, mais également la population burkinabé. Alors, nous allons évoluer. Vous avez parlé des acquis. Il faut dire que la lutte contre le terrorisme se menait concomitamment avec des réformes au niveau de la gouvernance, M. Sigiri. Oui, merci beaucoup, madame. Vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré, il a 2 avantages. Kintega a parlé surtout de ses faits de guerre en tant que militaire. C'est très important pour un militaire. Un militaire, pour avoir d'abord la confiance de la troupe, de ses hommes, il doit être lui-même courageux sur le terrain. Parce qu'être un militaire, c'est avant tout d'être courageux sur le terrain. Et moi, je me rappelle, quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, 4 ou 5 mois après, ça n'a pas dépassé ça, je crois que ça devait être vers février 2023, j'ai rencontré un de mes cousins qui a été blessé à Barça-Logo lors d'une attaque et qui m'a dit, Sigiri, grand frère, je t'encourage à soutenir les capitaines parce que j'ai combattu avec ce monsieur à Kaya. Nous avons dormi ensemble et c'est un guerrier, c'est un grand militaire. Ce monsieur mérite votre soutien et peu importe ce que les gens disent, il ne faut pas vous décourager.
C'est un militaire, c'est un soldat je crois que c'est un chef, qui est un de mes cousins qui me disait ça. Mais c'est pas surtout, pour moi qui ne suis pas militaire, ce qui m'a fondamentalement marqué sur le capitaine, c'est sa capacité de rupture épistémologique. Et là, il faut le dire. Et voilà pourquoi chaque fois, moi, je dis que le capitaine, c'est un homme très intelligent. Et l'intellectuel, ce n'est pas celui qui a 40 000 doctorats, non. C'est celui qui sait répondre aux attentes de sa société. Quand je parle de rupture épistémologique, c'est-à-dire qu'avant que le capitaine arrive au pouvoir, toutes les politiques néocoloniales et impérialistes qui sont passées, les dirigeants qui sont passés, avaient une unique lecture de la politique. L'unique lecture, c'est la lecture néocoloniale. C'est la lecture qui fait que nous devons nous conformer. Nous devons faire comme les autres. Que ce soit sur le plan militaire, il faut faire comme l'armée française. Que ce soit sur le plan économique, il faut bâtir notre économie sur le modèle occidental. Que ce soit sur le plan politique, il faut bâtir nous-mêmes, moi-même qui ai fait de la philosophie, c'est ce qu'on m'a enseigné à l'université. Le modèle, la pensée, elle est occidentale. Là où moi j'admire le capitaine Ibrahim Traoré. Et moi, effectivement, j'ai cherché après à rompre ça parce que je suis que c'est faux à travers mes lectures, comme je suis un grand lecteur, c'est pas pour me vanter. Mais là où j'admire le capitaine Ibrahim Traoré, c'est que quand il est arrivé, il a su rompre cette façon de lire la science, la lecture unique. Le modèle occidental est loin d'être le modèle à partager partout ou à vendre partout. Et dès ses premiers discours, il a su convaincre. Pas seulement les militaires, parce que les militaires étaient déjà convaincus que c'était un grand soldat, c'était un grand chef de guerre, mais il fallait convaincre surtout les civils. Il a su convaincre les civils et les intellectuels qui sont honnêtes, nous qui sommes ici. Il a su aussi convaincre les masses parce qu'il est arrivé à un certain moment où il y avait un véritable déphasage entre l'élite politico-néocoloniale et les masses qui ne comprenaient pas ce que nous disions en français. Le capitaine, à travers des mots simples, à travers un discours accessible, il a eu la chance que quand vous l'écoutez, ce n'est pas il est compris par tout le monde. Ce n'est pas celui qui croit que l'intellectuel, c'est celui qui a la grande maîtrise de la langue française. Il n'est pas dans cette théorie-là, il n'est pas dans ce discours savant. Il est dans un discours accessible, simple et qui répond aux attentes des populations. Moi, je pense que c'est à ce niveau surtout que le capitaine a eu une grande chance. Je l'avoue, il est très intelligent. Il a su mobiliser les intellectuels honnêtes et les masses avec lui pour faire cette guerre-là. Et là maintenant, en rompant avec la lecture néocoloniale de l'armée, parce que même quand le MPP était là, nous autres, on avait proposé depuis qu'il fallait engager les VDP et puis tout, mais on ne nous a pas écoutés. Parce qu'il fallait faire la guerre, comme on a eu à apprendre à faire la guerre dans les écoles françaises. Et non. Et le capitaine, il a pu rompre avec cela. D'abord, sur le plan militaire, il a fait une rupture. Sur le plan politique, la rupture a été fondamentale parce qu'il a dénoncé les accords militaires, il a cherché l'armée française, il a dénoncé la politique néocoloniale et impérialiste. Donc, à partir de tout cela, le capitaine a réuni en 3 mois ou bien en 4 mois tous les éléments qui faisait que les Burkinabés n'attendaient que ça et les Burkinabés étaient prêts à l'accompagner. Là, il faut avouer que ce n'est pas seulement par cette bravoure militaire du soldat, effectivement, mais c'est surtout cette intelligence-là, cette capacité de comprendre l'histoire, ce que Hegel appelle la dialectique de l'histoire. La dialectique de l'histoire est qu'à un certain moment, à travers la maturité, à travers la prise de conscience, les peuples à un certain moment veulent comme un retournement, ils veulent un changement, ils veulent une autre version. Cette autre version est-elle la bonne ou n'est-elle pas la bonne, mais il faut faire ce que le peuple veut pour pouvoir rester. C'est ce que Demouba n'a pas compris. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris, qu'il faut mobiliser, il faut aller vers la conscience populaire. La conscience populaire est où? La conscience populaire dit que nous voulons d'une rupture, nous voulons des changements, nous voulons chercher la France, à travers même d'abord le convoi de l'armée française qui avait été arrêté à Caen. Donc il y avait des signes déjà qui marquaient qu'il faut comprendre la population pour pouvoir la mobiliser pour faire la guerre. Bref, à tous les niveaux, le capitaine Ibrahim Traoré il a opéré des changements de façon stratégique et de façon intelligente. Voilà, c'est surtout de façon intelligente en comprenant l'essence de l'histoire. Ça, vraiment, j'avoue que ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous pouvez avoir 40 000 doctorats issus de la Sorbonne et vous êtes incapable de comprendre ce qu'on appelle l'essence de l'histoire. Ça a été un grand avantage pour lui et à tous les niveaux, il a engagé. Sur le plan de la lutte contre la sécurité, j'avoue qu'il y a eu des grands pas, il y a eu des grandes avancées, même si aujourd'hui on reconnaît que l'insécurité n'est pas totalement finie. Moi, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il y
a pas un militaire qui m'a appelé pour me dire que je suis là, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de chargeur, ou bien non. Alors que de par le passé, chaque 2 jours, chaque 3 jours, les soldats qui sont au front écrivent, souvent des amis, on est proche de certains soldats, certains gendarmes, certains policiers qui écrivent, mais depuis que le capitaine est arrivé, tous les jeunes soldats reconnaissent qu'ils ont le nécessaire pour faire la guerre. Maintenant, comme on a dit, c'est pas une guerre qui a commencé en une seule journée, certainement on ne peut pas la vaincre aussi en 2 ou bien en 3 ans. Alors, Monsieur Diallo, le 30 septembre marque également le point de départ d'une vision du développement. On parle désormais de développement endogène au Burkina, comme prôné par des dévanciers comme Kizerbo et Thomas Sankara. Oui, vous avez tout à fait raison, madame, parce que vous savez, la question du développement, c'est une question holistique qui ne peut pas être traitée sous l'angle d'un seul aspect. C'est plusieurs aspects réunis. Parce que dès que la crise a éclaté en 2016, les gens pensaient qu'il fallait faire la guerre et après penser au développement. Alors que le sous-développement peut être une condition justement pour précariser davantage le terrain sécuritaire. Et donc, vous êtes pris entre deux étaux, c'est-à-dire continuer à assurer donc, la défense du territoire national, mais en même temps développer des projets structurants au profit des populations des villes et des campagnes. Et donc, c'est une approche dont on est obligé d'aller de concert si on veut vraiment avoir des résultats. Et c'est ce qui a été fait. Parce que vous savez, quand on vous attaque, l'objectif de ceux qui vous attaquent, c'est de vous détourner de l'essentiel justement et de vous mettre dans une guerre sans fin où vous n'avez plus de perspective, vous n'avez plus de repères. Et donc, vous êtes obligé de poser des actions de développement pour améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est ce qui s'est passé à travers donc, les réformes qu'on a eues au niveau donc, de l'agriculture pour permettre aux Burkinabés déjà de manger à leur faim. Oui, parce que comme vous le savez, la première souveraineté est une souveraineté alimentaire. Si vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre, vous êtes souverain. Le deuxième élément, ce sont les initiatives présidentielles qui ont été développées avec l'accompagnement des populations. Je pense que l'avantage comparatif que le chef de l'État en exercice, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu par rapport à ses prédécesseurs, c'est sa capacité à impacter, sa capacité à gouverner comme on le dit. On entend les gens dire que le pays est gouverné. On peut ne pas être d'accord de la manière dont les actions sont conduites. Il y a des choses à perfectionner, mais on ne peut pas dire qu'il ne gouverne pas. Et quand vous avez le pouvoir d'État, vous devez gouverner. On doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est là et qui gouverne. Maintenant, on peut discuter des actions, des méthodes, les changer. Voilà. Le deuxième élément, c'est le fait que, en fait, l'endogénéité est intrinsèquement burkinabé. Parce que comme vous le savez, depuis l'indépendance, les Burkinabés aspirent à être authentiques. Quand vous partez à l'aéroport dans un État étranger, vous allez voir, quand vous présentez, que vous dites que c'est le Burkina Faso, automatiquement on voit cette vision d'un homme qui est ancré sur ses valeurs, qui respecte son prochain et qui est solidaire. Et je pense qu'il a su jouer sur ça. Mais l'autre élément le plus important, c'est la guerre de communication. Parce qu'avant cette guerre de communication, je dois avouer aussi que c'est à l'épreuve du terrain qu'on a appris aussi à s'adapter. Il ne faut pas forcément en vouloir au président Roch Kaboré, parce que comme on le dit, il est rentré dedans. Je ne suis pas sûr que dans son programme politique, le terrorisme était prévu. Mais je vais dire, c'est sur ses erreurs, ce qu'il a fait qui n'a pas marché, nous, on n'a pas répété ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a consolidé. Et ça, c'est vraiment un avantage. Voilà, c'est un avantage. Nous courons derrière le temps. Nous allons aller un peu plus rapidement. Je parlais tantôt de la vision du développement endogène. Je pense que pour vous, M. Nadembega, c'était le choix à faire, vous en tant qu'ingénieur du développement rural. Absolument. Il a dit quelque chose tantôt qui est une vérité vraie, comme on dit, une vérité de la palisse. Un ventre creux ne sait pas c'est quoi une idéologie. Il faut d'abord manger. Et si vous vous rappelez, le président Ibrahim Traoré, 2 semaines exactement après sa prise de pouvoir, est allé au mémorial et il a pris le flambeau de la révolution. La révolution. Donc pour moi, comme il le dit, certainement que eux, en tant que journalistes, le savaient, mais pour moi, c'est à partir de ce jour que je me suis dit, il faut soutenir et accompagner effectivement ce garçon-là. Et vous savez, c'était quoi effectivement la politique de Sankara? C'était une politique endogène. La RDP est là pour retracer tout ce qui était prioritaire. Et là, c'était donner de l'eau à boire. Vous vous rappellerez qu'il disait, on ne peut pas admettre que des gens boivent du champagne pendant que les autres cherchent de l'eau potable à boire. Exactement, c'est ça. Ça, c'est de l'endogénéité. Et vous vous souviendrez également que, par rapport à la femme,
Parce que la femme, c'est très important effectivement dans la société, dans la lutte, parce que c'est elle qui éduque les enfants et c'est elle qui nourrit. Il dit, en regardant effectivement ce qui se passe dans la prostitution, il ne faut pas confondre effectivement la prostitution et la prostituée. Pour dire, c'est la misère, c'est les difficultés à avoir des emplois décents qui les amènent effectivement là. Et beaucoup le font souvent sous des difficultés énormes. Ensuite, il a parlé effectivement de réalisations structurelles pour apporter effectivement, amener le développement. Regardez aujourd'hui, quelles ont été les grandes décisions récemment qui ont été prises? Le foncier. Mais il le disait tantôt, des gens ont acheté des terres, ils les ont retirées aux populations qui produisaient, donc ils ont réduit la production et ils ont transformé effectivement ces travailleurs, c'est les propriétaires qui étaient également les exploitants, en employés agricoles, alors que le business agricole qu'ils voulaient faire, ils ne l'ont même pas développé. Donc, ils nous transforment effectivement en un pays d'une insécurité alimentaire chronique. Alors, si vous n'arrivez pas effectivement à produire assez pour manger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes contraint effectivement d'importer. Si vous importez, vous avez au moins 3 problèmes. Le premier problème, c'est que vous avez des devises qui s'en vont. Ouais, c'est ça. Le deuxième problème, qui est très grave, c'est que vous créez un esprit d'assistanat, De dépendance. de dépendance dans vos citoyens. Et à partir du moment où cet esprit de dépendance est créé, vous ne pouvez plus avoir des gens pour réfléchir, pour sortir effectivement le pays de l'ornière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui amène le peuple effectivement à rêver avec le président Ibrahim Traoré et à avancer? C'est parce qu'il est convaincu que l'on s'attaque effectivement aux problèmes de fond. Il dit, nous allons produire notre or par nous-mêmes. Il a annoncé qu'il y a effectivement des jeunes qui ont été envoyés en formation, non seulement pour le nucléaire, mais aussi pour la maîtrise des opérations minières. Qu'est-ce qu'il a fait de très particulier et urgent? Il a réexaminé le code minier. Ceci nous permet aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit aux ressortissants burkinabés aux États-Unis, que nous sommes aujourd'hui à des dizaines de tonnes d'or de réserve. En combien de temps? En faisant effectivement la lutte contre effectivement le terrorisme, pour conquérir le territoire. Regardez l'ensemble des équipements militaires que nous avons, mais aussi l'ensemble des équipements techniques pour l'aménagement hydro-agricole. L'ONBA a été réhabilité et équipé. Et aujourd'hui, on arrive effectivement à faire des aménagements pour les populations, mais aussi à cultiver pour les populations. Mais quand le président Ibrahim Traoré sort, quand les populations réagissent, mais c'est comme les politiciens qui allaient avant pour faire leur campagne, mais en distribuant effectivement des pains, en faire des achats de conscience. Mais là, c'est sur la base de la réponse adéquate, apporter effectivement à leurs problèmes réels, des problèmes de développement, que les gens effectivement réagissent. Et puis, je ne peux pas ne pas parler effectivement de tout le programme que le ministre d'État Sombier est en train de conduire. Et si vous regardez effectivement la qualité des initiatives, l'énergie qui est mise, la célérité des actions, c'est pédagogique pour tous les autres ministères, mais c'est pédagogique pour l'ensemble du peuple. Donc, les détracteurs qui sont... Vous voyez, le peuple ne les écoute pas. Donc, pour les questions de développement, en fait, définissons d'abord c'est quoi le développement. Parce que nous, dans les régimes passés, nous avons copié le mot développement dans son sens à l'occidental. C'est avoir effectivement un réfrigérateur, avoir un micro-ondes, et on peut prendre et puis avoir effectivement un matelas à eau, hein, pendant effectivement que vos populations ne peuvent même pas. Et ça nourrit quoi? Ça nourrit un syndicalisme qui, loin d'être un syndicalisme de lutte de classe, comme les gens le disent, c'est un syndicalisme paupérisant,
parce que c'est un syndicalisme qui est en connexion avec le monde pourri d'affaires, parce que dans le monde d'affaires, il y a effectivement des hommes d'affaires consciencieux. Alors, monsieur Ndembega, on est vraiment un peu pris par le temps, on va évoluer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions avec les programmes de développement, les différentes initiatives. On voit vraiment dérouler la vision du développement du capitaine Ibrahim Traoré. Mais il y a un secteur sur lequel j'aimerais que vous, monsieur Sigiri, vous réagissez. Il s'agit de l'éducation. Voilà, sa vision est claire et je pense, à mon avis, que c'est l'un des secteurs où on voit vraiment la révolution populaire, progressiste populaire s'exprimer. Oui, merci beaucoup, madame. Vous savez, Jeff Kizerbo, dans son livre « À quand l'Afrique » disait, je cite, en ce qui concerne l'école, il ne s'agit pas de changer, de savoir si le train va lentement ou vite. En ce qui concerne l'école, il ne s'agit pas de savoir si le train va lentement ou vite. Il faut changer la direction des rails. Cependant, on ne l'a jamais fait. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, c'est ce qu'il a eu à comprendre. C'est comme j'ai dit, il a compris que la marche sur laquelle nous sommes n'est pas une marche sociologique, ça ne répond pas à notre réalité. Comme Kedga est là, comme on le dit en sociologie, il n'y a plus de développement hors sociologie, il n'y a plus de développement hors anthropologie. Le même qui a dit qu'on ne développe pas, on se développe. Nous, on était en train de nous développer. On était là assis, tous les projets, les programmes, les budgets, on conçoit les projets pour nous, les budgets pour nous, comme mon ami Bayala me dit qu'on nous donne l'hôpital et puis on nous donne même les malades. Voilà, mais c'est catastrophique. Le capitaine Ibrahim Traoré a compris que l'avenir de la société dépend de l'avenir des futures générations et dépend de la qualité des ressources humaines. Et pour avoir des ressources humaines de qualité, il faut mettre l'accent sur la formation, sur l'éducation des futures générations. Et je crois que lors de son dernier discours, de sa dernière interview, il a dit qu'il faut mettre l'accent sur les futures générations. Et l'immersion patriotique, tout ce qui rentre dans les réformes du système éducatif, tout ce qui rentre dans la réforme du système éducatif va dans ce cadre-là. Donc au niveau de l'éducation, il y a eu des actions fondamentales qui ont été engagées pour réformer le système, que ce soit au niveau de l'enseignement de base, que ce soit au niveau de l'enseignement secondaire et même supérieur. Nos universités étaient pratiquement dans un cul de sac, vous m'excusez, mais il n'y avait pratiquement pas de solution. Dès cette année, il y a la nouvelle carte des universités qui sera mise en œuvre par le ministre Tambiaro, qui j'avoue, même si les gros marchés, il fait un formidable travail. Il faut vraiment féliciter ceux qui travaillent. Donc, nous avons pris à bras le corps notre éducation, notre système éducatif. C'est vrai que certains nous disent les réformes sont lentes, mais le capitaine Ibrahim Traoré est conscient. Et vous avez vu cette année à travers l'initiative Fassé Mebo, à travers l'immersion patriotique, nous avons, quand Vacances Fassé Mebo, nous avons décidé d'éduquer nos enfants selon nos réalités. Et pour que ces enfants-là réalisent nos projets et non pas les projets des autres. Et même quand on a commencé l'immersion patriotique, nous avons entendu certaines personnes dire, parce qu'il y a des enfants qui mangeaient tout à la maison, qui disaient que les enfants vont aller dormir sur des nappes. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il faut que tous les enfants du Burkina Faso connaissent les mêmes réalités. Effectivement, on ne peut pas se développer quand dans un pays, il y a un groupe qui est complètement en haut et un groupe qui est en bas. Il n'y a même pas de connexion, il n'y a même pas de communication entre les élites, entre la classe bourgeoise qui s'accapare de tout, qui a tout, et les masses rurales qui ne demandent que de l'eau potable, qui ne demandent que des routes, des infrastructures sociales ou des infrastructures éducatives et sanitaires. Donc à ce niveau-là, c'est un grand pas qui a été fait. Et moi, je pense que cette génération que nous sommes en train de former sera fondamentalement différente de notre génération. En tout cas, moi, je dis à mes élèves que là où ils doivent vraiment nous battre, ils doivent nous battre sur le plan du patriotisme. Parce que si en matière de diplôme, nous aussi, nous avons des diplômes, ils n'auront pas des diplômes que nous n'avons pas eu. Mais ils peuvent être plus patriotes. Ils peuvent se dire qu'ils vont à l'école pour servir le Burkina Faso, pour servir la patrie, et leur objectif, c'est de servir le Burkina Faso. Il n'y a pas d'intellectuel hors sol, comme le ministre de la Communication, et le premier ministre, quand il était ministre de la Communication, il a dit il n'y a pas de journalisme hors sol. À tous les niveaux, nous avons conçu un système hors sol. Et au niveau du système éducatif, nous avons conçu une école qui est là, qui forme des Burkinabés, mais pour servir l'Occident, pour servir un modèle occidental. Donc il faut rompre. Voilà pourquoi je parle de rupture épistémologique. C'est ça qu'on appelle en philosophie une rupture épistémologique. On voit l'école, on voit l'éducation autrement. L'éducation universelle, c'est un leurre, ça n'existe pas. C'est tout comme la démocratie que nous avons passé le temps ici à condamner. Et les gens nous disent que non, la démocratie universelle, ça n'existe pas. Ce sont des théories inventées par les gens. Et si vous êtes intelligent, vous ne passez pas votre temps à copier les théories des autres. Si vous êtes intelligent, vous inventez votre théorie en tenant compte de votre sociologie, de votre anthropologie pour servir votre pays. Je pense que ce que nous sommes en train de faire, j'avoue que c'est formidable. Et nous autres, c'est ce qu'on attendait vraiment pour accompagner. Donc, comme je l'ai dit, un
intellectuels qui n'accompagnent pas le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un intérieur hors sol qui plane dans les nuages et qui ne peut pas rendre service. Voilà. Ok, alors, Monsieur Kintega, l'un des secteurs où il y a eu également rupture, c'est la conduite de la diplomatie au niveau national. Je ne vais pas parler de l'économie aussi. Bien sûr. Ça me passionne parce que c'est la vision endogène. J'ai milité aussi dans le mouvement de Joseph Kizerbo. Nous ne gérons aujourd'hui que sur le plan économique, avant de revenir donc sur le plan de la diplomatie qui va être brève. La vision s'inscrit dans une vision endogène et nous sommes de ceux qui estimons que cette vision qui est implémentée par le capitaine Ibrahim Traoré, il s'agit en fait pour tous les spécialistes qui théorisaient sur les plateaux. J'ai ouï dire qu'il y a un qui a dit même sur ce plateau que les terroristes ne dépassaient pas 2000 et qu'une armée de 20 000 personnes était incapable donc, de lutter contre les terroristes. Et c'est à la fin qu'on s'est rendu compte que d'autres étaient donc des agents clones donc, de services extérieurs. Mais la vérité c'est que la vision économique du capitaine Ibrahim Traoré est très innovatrice. Vision endogène, c'est vrai. Notre chance, c'est qu'on a des ancêtres qui étaient vraiment sérieux, contrairement à certains à côté. Nous avons des ancêtres comme Joseph Kizerbo, Laurent Bado. On a des ancêtres comme Thomas Sankara, qui, en fait, du point de vue de la production intellectuelle, les doyens Nandamega sont là. On trace le chemin. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré veut redonner la force à l'État, en permettant même à l'État d'être dans l'économie. Vous avez vu le rachat donc, de certaines sociétés d'État, ce qui est une très bonne chose. C'est vrai que du point de vue de la gouvernance, il y a beaucoup de choses qui ont été assainies. Du point de vue de la gouvernance, la lutte contre la corruption, quelqu'un de l'ASE me disait que c'est l'un des présidents, c'est un doyen, c'est l'un des présidents qui est très disponible quand il s'agit par exemple de fouiller pour comprendre certaines choses. Donc, renforcer l'État dans sa force, donc à travers donc, les c'est vrai que ça n'existe pas, mais une agence donc, des sociétés d'État. Aujourd'hui, on a vu au tout début avec donc, la vision communautaire, l'agence donc, pour la promotion de l'économie communautaire. C'est vrai que pour ces gens d'initiative avec la CCBF aujourd'hui qui est rétrocédée d'une part à l'État et tout, je pense qu'on a tout le dispositif qui montre déjà qu'on a fonctionné avec un logigramme néocolonial qui nous a produit toutes les inconséquences en matière de développement. Et comme moi je l'appelle souvent le développement fond d'étain, on a aujourd'hui un capitaine de moins de 40 ans qui est en train de démontrer à certains grands économistes qui ont développé des pays comme le Japon et qui se retrouvent être aujourd'hui en fait des meilleurs donc, créanciers donc, de la Banque mondiale et du FMI. Il est en train de démontrer qu'on n'a pas besoin de construire consécutivement des ponts pour espérer des mandats, mais qu'on est capable effectivement, à travers un certain nombre de gestes aussi minimes, justement arriver à impacter. Et aujourd'hui, la plus grande chance qu'il a, c'est que entre son discours et en fait l'action, il y a une sorte de cohérence. Donc sur le plan économique, on se dit qu'il y a des choses à faire. Il a déjà fait suffisamment. On a vu, c'est inimaginable même du point de vue même de la résorption donc, des difficultés économiques que nous avons. Donc, pour revenir à la diplomatie naturellement, c'est vrai que pour la question économique, je vais vous dire la vérité, c'est d'avoir un regard particulier sur ceux qui animent l'appareil d'État. Parce que si on lui avait rendu avec son équipe la tâche beaucoup plus facile, on serait aujourd'hui très loin. Mais malheureusement, moi je ne crois pas à l'administration de type néocolonial. C'est pour cela que je me souscris à l'idée de Bado, de l'engagement décennal. On vous engage pour 10 ans et après les 10 ans, l'État évalue votre performance et on décide de continuer. Et aujourd'hui, toutes les initiatives qui ont été mises en place, moi je suis un acteur de l'extérieur et je suis au courant de beaucoup de choses. Le matériel qui a été remis tout récemment, c'est du matériel qu'on a acquis à coût de milliards. Mais je vous dis, madame, aujourd'hui, quand vous regardez où on est parti parquer certains matériels, ça donne froid au dos. Et j'interpelle le chef de l'État, s'il peut, qu'il nomme des inspecteurs généraux et qu'il faut prendre des sanctions. Parce que une fois que les gens ont le numéro matricule, ils se disent à un certain moment qu'ils n'ont rien à rendre au peuple, mais le numéro matricule donne droit à tout. Donc à ce niveau-là, il faut régler. Sur le plan diplomatie, je pense qu'on a opéré une rupture. Depuis Olivia Romba avec Maître de Kielem de Tambela, c'est vrai que la première équipe, c'était une équipe vraiment de combattants, des gens qui sont allés au charbon. On a un métronome comme Maître de Tambela qui, on peut le dire, on peut lui attribuer ça quelque part à souffler l'idée de fédéralisme avec donc le premier ministre Choguel Maïga à l'époque.
On s'est moqué de lui à l'époque. Et aujourd'hui, on a l'AES qui est en train donc de prendre forme. Il y a le vice-président donc du chargé donc du développement de la Commission nationale de l'AES aussi. On s'en réjouit aujourd'hui. Mais à l'époque, on s'est moqué du Premier ministre Tambela. Donc on dirait quelque part que le Burkina Faso a tendu la main au pays frère du Mali, parce que historiquement nous sommes liés. Et aujourd'hui, à travers donc le Niger aussi qui se met en place, l'autorité de l'Itako Gourma qui vient d'être transformée en une soit agence sahélienne du développement. C'est une très bonne chose qui se marche. Donc, on a eu des gens qui ont bataillé au début pour que nous affirmions notre souveraineté. On a Bassolman Bazu qui a bataillé, qui est donc le président de M. Tambela. À l'international, on a opéré des ruptures à travers donc une diversification beaucoup plus accentuée avec un certain nombre de pays. On est aujourd'hui donc avec les BRICS Alliance. On a vu tout récemment le Premier ministre donc, aux Nations Unies qui a brillamment expliqué la vision du Burkina. C'est vrai qu'on a eu des couacs donc, avec un certain nombre d'officines, d'organisations non gouvernementales, mais également d'autres entités qui apparemment étaient des entités donc, de cellules dormantes donc, du terrorisme mondial. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan du rayonnement diplomatique, nous qui voyageons de temps en temps, on se rend compte que le Burkina Faso est en train d'être, en fait, être comme ceux qui l'ont écrit, donc Burkina Prospective 2025, les talons est en train de galoper. C'est vrai, la situation sécuritaire, il y a aujourd'hui un certain nombre d'attaques sporadiques, mais on se rend compte que sur le plan international, le Burkina Faso rayonne merveilleusement. Merci, M. Tindiga. Je sais que M. Sigiré aurait voulu réagir sur la politique extérieure du Burkina, mais on est un peu pris par le temps. Alors, dernière question. Alors, quelles sont les perspectives du chemin que nous avons pris, à savoir la révolution progressiste populaire, M. Sigiré? Oui, merci beaucoup. Les perspectives, j'avoue que nous avons fait beaucoup de choses, comme Zeb souvent le dit, mais j'avoue que beaucoup de défis restent encore à relever. Il faut envisager vraiment des perspectives. Et moi, je pense que le premier défi à relever, c'est surtout mobiliser les masses rurales, et que les capitaines continuent de garder le cap, voilà, de tenir le bateau, de conduire la politique, de gouverner, comme Diallo l'a dit, effectivement, parce que de par le passé, on a utilisé les uns de ne pas gouverner. Effectivement, quand on est à la tête d'une nation, on doit sentir qu'il y a quelqu'un qui est à la tête et qui gouverne. Donc ça, c'est un défi à relever. Le défi de mobiliser surtout les masses, d'engager vraiment des réformes structurelles, de vraies réformes structurelles qui répondent aux attentes des populations. Ça, ce sont des défis. Mais le grand défi aussi, madame, il faut l'avouer, c'est la lutte contre l'insécurité. Parce que vous savez, c'est avant tout cette lutte contre l'insécurité-là qui explique la venue du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Nous avons eu des victoires. Je pense qu'il y a des milliers de personnes déplacées internes qui sont réparties chez elles. Des villages ont été réinstallés. Des zones comme la boucle de Mouhoun, comme, bon, on parle maintenant de Bankoui, Giruko, Tanuya, ces régions-là sont complètement libérées, mais il y a encore quelques régions qui, voilà, des postes de résistance. Ça, ce sont des réalités. Et moi, je pense qu'avec l'armement que nous avons acquis et la détermination de nos forces combattantes, nous allons arriver à bout de cela. C'est surtout aussi continuer les initiatives présidentielles, les grandes réformes, parce que les Burkinabés veulent de grandes réformes, continuer à donner de l'espoir aux populations, et continuer aussi à mobiliser une économie interne pour financer ces projets, parce que si nous voulons la souveraineté, nous devons déjà savoir que nous ne pouvons pas compter sur les autres pour financer nos projets de développement. Donc, des défis restent à relever. J'avoue, il y a d'énormes défis qui restent encore à relever. Mais dans l'ensemble, je pense que le Burkina Faso a montré que les Burkinabés sont un peuple résilient, très déterminé, et que les Burkinabés n'attendaient qu'un leader. Les Burkinabés n'attendaient que quelqu'un, un homme de vision. Et à partir du moment où l'homme de vision est là, nous prions Dieu que Dieu accompagne le capitaine Ibrahim Traoré. Et toutes les personnes sincères, tous les Burkinabés sincères vont rester engagés aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré, parce que c'est l'avenir de notre nation qui est en jeu et c'est le futur de nos enfants et de nos petits-enfants que nous sommes en train de construire. Merci. Monsieur Diallo, comment est-ce que vous voyez le Burkina Faso dans les 3-5 prochaines années? Je pense qu'il faut peut-être maintenir la dynamique et la renforcer au besoin. Voilà. Sur le plan sécuritaire, je pense qu'il faut continuer à équiper les forces de défense et de sécurité, que ce soit l'armée, que ce soit la police nationale ou la gendarmerie nationale. Il faut les équiper convenablement pour leur permettre de faire pleinement leur travail. Il faut améliorer leurs conditions de vie. Il faut digitaliser les procédures de prise en charge des FDS. Voilà, on est dans un contexte assez sécuritaire assez difficile où on a besoin de les mettre
de les permettre de donner le maximum qu'ils peuvent donner pour la défense, la sécurité. Il faut continuer à affiner aussi les stratégies en matière de sécurité et de défense et s'adapter aux nouvelles réalités de la géopolitique économique. Il faut aussi continuer à mobiliser donc les masses laborieuses autour des initiatives à grand impact sur les conditions de vie des populations. Il faut mettre à contribution les collectivités territoriales en tant qu'acteurs institutionnels de mise en œuvre de différentes initiatives présidentielles qui sont posées. Je le dis à longueur de journée parce que vous savez, c'est un pouvoir de masse. Et donc les soutiens du régime du capitaine Ibrahim Traoré, ce sont les masses laborieuses qui sont dans les campagnes, qui sont dans nos campagnes et dont les conditions de vie ne sont pas nécessairement les bonnes. Donc il faut faire en sorte que les collectivités territoriales puissent prendre en charge l'ensemble des initiatives qui sont développées au niveau central pour permettre leur appropriation par la population. Il faut aussi judiciariser la vie publique parce que vous avez suivi, le ministère de la Justice a engagé un certain nombre de réformes judiciaires. Et aujourd'hui, on peut dire que les textes juridiques concernant donc le pouvoir judiciaire sont plus ou moins conformes à nos réalités. Il faut travailler à judiciariser la vie publique. Tout ce qui relève des autorités judiciaires, qu'on puisse les permettre de gérer. Tout ce qui relève aussi de l'autorité administrative, qu'ils puissent gérer. Parce que la confusion des genres peut être préjudiciable en fait à la conduite des affaires de l'État. Il faut digitaliser l'administration publique. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il faut digitaliser l'administration publique à travers le déploiement massif donc de la connexion à haut débit. Voilà. Et il faut continuer à encourager les initiatives qui tendent à la cohésion sociale et au vivre ensemble entre les Burkinabés. Il faut que les Burkinabés se parlent, il faut que les Burkinabés aient confiance entre eux. C'est ça qui va nous permettre d'avoir toutes les énergies et les synergies nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et surtout préserver notre pays et le placer définitivement sur la trajectoire du développement économique et social. Alors, Monsieur Kientega, avec quel œil vous voyez le Burkina Faso de demain? Bon, avec beaucoup d'espoir, mais comme moi j'ai dit à quelqu'un qui s'inquiétait donc de la vie du capitaine Ibrahim Traoré, j'ai dit, bon, vous savez, j'ai cette célèbre phrase que je dis à qui veut l'entendre. Le Burkina, on aime Jésus et Mahomet qui sont des prophètes, mais personne ne souhaite que son enfant soit comme Jésus et Mahomet. On aime mettre au monde, on aime que l'enfant du voisin soit Rasta, mais on souhaite pas mettre au monde un Rasta, parce que être Rasta, ça ne sert à rien, ça ne donne pas à manger. Tout le monde souhaite que son enfant soit douanier ou bien gagne des C'est pas une vérité absolue. Non, mais en fait, moi je suis sociologue, je vis dans la communauté. Ouais. Voilà, nous on nous a taxé de tous les noms au début, quand on parlait de ce que nous défendons comme des convictions, que les gens cherchent des vagues. Voilà, mais on a vu des gens qui ont tout dit ici de révolutionnaire, Sankara on a chanté, mais à la limite on a vu ça. Quand le capitaine est venu, il y a des actions qu'il a posées. Moi je ne vois pas la différence entre ce qu'a voulu Sankara et ça, mais après on a vu des attitudes de toute espèce. Hein. Moi j'étais à Kaya quand on m'a appelé pour me dire oui, reviens à Ouaga parce qu'on veut aller remettre le flambeau de la révolution au capitaine Ibrahim Traoré. Quelqu'un m'a dit ça. Mais après, je vois cette personne qui est en train de faire une déclaration à côté d'Abidjan pour dire non, etc. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, vous savez, que le capitaine fasse ce qu'il a à faire. Un homme, c'est ça. Voilà. Diallo parle ensuite de responsabiliser l'administration. Je suis désolé. Moi, je suis dans un projet aujourd'hui qui m'a amené à côtoyer l'administration. Il y a des dossiers qu'on peut régler en 30 minutes. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui va venir régler ce dossier-là. On a des PDS qu'on a nommés. J'ai dit à un ami policier, moi je suis conseiller du capitaine Ibrahim Traoré, les policiers vont occuper donc les délégations spéciales, parce que la route Benoro-Kosodo, elle a été, pendant cette saison de pluie, ceux qui ont pratiqué à côté donc de Bon Samaritain, c'était dégueulasse cette voie. C'est comme si on n'avait même pas un PDS à l'arrondissement 10. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui va quitter Koulouba ici pour aller régler ça. C'est la même chose. La question du leadership, c'est quoi? Tout le monde dit, oui, le monsieur est sincère, oui, on voit qu'il a la volonté, c'est qu'il a déjà fait la même, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fait ça. Mais quand c'est comme ça, là, vous changez. Je vous dis ça parce que moi, je vous dis la vérité. Je ne crois pas à certains agents de l'administration, même si de nombreux agents sont très consensueux et se battent corps et âme. Et à un certain moment, c'est connu, le Corag a fait dernièrement son rapport. Quand vous voyez tout ce que le Corag a dit là, est-ce que c'est dans cette période de la révolution populaire progressiste là qu'on devait voir ce genre de choses là? En même temps, il y a c'est la même chose de dire aux gens, Jésus peut revenir, mais après Jésus ne vient pas vous trouver des gens qui ne veulent pas changer. Il faut qu'on ait le courage à un certain moment aussi de faciliter la tâche à ceux qui veulent effectivement voir le Burkina Faso en bien. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que les acteurs doivent comprendre que le numéro matricule là, ça ne vous donne pas droit à tout. À un certain moment, il faut s'impliquer. C'est-à-dire que
le leadership global est lancé, mais après, il faut que tous ceux qui doivent appliquer ça aient la conscience qu'on est véritablement en guerre. Je vous donne cette anecdote, madame. J'ai été accosté il n'y a pas très longtemps par un élément donc de FDS avec qui j'échange régulièrement, et il m'a dit quelque chose, et j'ai évoqué ça un jour sur un plateau qui a été réglé 72 heures après. Il y a une zone où une décision judiciaire a été préjudiciable à plus de 100 personnes. Et je vous dis que cette décision judiciaire, même l'avocat qui devait les défendre est reparti et se mettre donc de l'autre camp. Et ces jeunes-là, pendant 8 mois, ont été, j'allais dire, privés de l'essentiel, du minimum vital. En même temps, il y a des mécanismes de dénonciation. Mais il y a des mécanismes de dénonciation, mais madame, vous savez, quand celui qui doit prendre la dénonciation et faire remonter l'information, lui-même se trouve dans une position de vouloir chercher de l'argent pour accommoder. Et vous savez ce qui s'est passé? Parmi ces jeunes qui ont été licenciés arbitrairement, selon ce qu'on m'a dit, selon ce qui m'est révélé, il s'est trouvé que 5 d'eux se sont retrouvés du côté de l'ennemi. Parce qu'ils disent que, au moins du côté de l'ennemi, on leur a promis la dignité. Parce que quand on les a licenciés, ils ont perdu toute dignité. Est-ce que c'est un président? Est-ce que c'est le procureur du Faso qui doit descendre, dire à quelqu'un que lorsque vous prenez une décision au niveau local, il faut tenir compte de l'implication de la décision sur les conditions de vie des masses? Donc, il parlait de la décentralisation. Parlons-en. On a vu aujourd'hui comment les collectivités ont été digérées dans le temps, des PLD, des PCD, mais à l'arrivée, sur le terrain, on a vu qu'il n'y a aucun impact. Donc moi, je pense que je souhaite tout le bonheur donc, pour ces jeunes officiers, également les tontons qui sont autour de lui. Je pense donc au général Zagré, je pense donc à Théophile Balima et un certain nombre de personnes qui connaissent très bien l'histoire du Burkina, qui sont aux côtés de ces jeunes officiers-là dans cette période difficile. Et l'ensemble des acteurs, des jeunes qu'on a qualifiés de Waïa, comme on appelle à l'époque et tout, et qui aujourd'hui ont mené le combat. Je pense à tous ces acteurs-là, les encourager, les dire que nous devons être de ceux aussi qui nous assumons devant l'histoire. Et donc, il y a le travail qui est fait par les autorités, mais il nous appartient également individuellement et collectivement de changer nos comportements pour faciliter la décision au plus haut niveau. C'est vrai que l'idéologie, mais malheureusement, on est vraiment pris par le temps. RPP, pour l'instant, je trouve qu'il y a énormément à faire du point de vue idéologique. Du côté des médias, c'est un plaidoyer que je fais. Je demande donc aux plus hautes autorités, et ce sera votre dernier mot. Voilà, le capitaine Ibrahim Traoré de prêter une attention particulière à la RTB et à l'AIB, et également de discuter de façon franche avec la presse privée pour trouver des compromis dynamiques. Parce que la première arme de la guerre, c'est la communication. Merci bien, M. Kintega. Alors, M. Nadembega, vous avez la charge du dernier mot de l'émission. Alors, quels sont vos espoirs placés en la RPP que nous vivons? Ok, je souhaite beaucoup que le président Ibrahim Traoré puisse continuer avec son approche dénuée de tout complexe et s'attaquer aux problèmes comme il le fait. Je vais aller sur les exemples. Il a dit tantôt qu'il a invité les opérateurs économiques à investir, à s'investir dans des domaines donnés et que les gens sont à la freine. Et il annonce que s'ils ne le font pas, l'État va devoir prendre effectivement des actions, être actionnaire majoritaire et puis continuer. Et vous allez entendre tantôt beaucoup du secteur privé qui vont dire on est en train d'aller effectivement dans un capitalisme d'État. Qu'est-ce que les opérateurs économiques, qu'est-ce que les gens du secteur privé vont devenir? Il faut qu'il avance sans gêne, sans complexe. En prenant l'exemple effectivement du Singapour. En fait, un État, lorsqu'il n'a pas effectivement les moyens de décider lui-même et qu'il travaille effectivement comme une agence auxiliaire d'un opérateur économique, il travaille à piller l'ensemble effectivement de ses citoyens pour servir ces opérateurs économiques-là. Il continue d'avancer avec la main tendue comme il le fait. Avec la main tendue, avec les militants hier des partis politiques pourris qui nous ont conduits là, parce qu'il faut dissocier effectivement le parti politique qui était happé de ces militants. Parce que ces militants sont des citoyens. Il faut avoir toujours la main tendue comme il le fait, jusqu'à ce que les gens effectivement fassent la preuve du contraire, qu'ils restent, ils veulent demeurer corrompus. Au niveau des opérateurs économiques, il faut continuer à leur donner les opportunités d'investir, mais d'investir sainement,
continuer à faire effectivement leur marge, mais pas effectivement à fonctionner comme des censures du peuple. Et à partir du moment où ils le font, que l'État prenne... Et pour ce qui est de la liberté, il n'y a pas de liberté pour des ennemis de la liberté. Et la liberté, c'est d'abord pour que la grande majorité puisse avoir à boire, à manger, à se vêtir et à se soigner décemment. Et si dans les actions des gens, ils se disent la liberté, c'est juste effectivement pouvoir acheter leur champagne, pouvoir faire effectivement aller servir leur hobby et leur... Il faut effectivement arrêter ça. Et c'est au peuple de l'accompagner. Et l'accompagner, c'est avoir le courage de dénoncer. Dénoncer même si c'est ton frère. Dénoncer effectivement, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui poussent effectivement leurs propres parents à commettre effectivement des gaffes. Il faut pouvoir effectivement... donc moi je rêve, parce que c'est ça, vous vous demandez, moi je rêve et je m'investis à soutenir pour que nous soyons effectivement sur une piste dans 3 ans, après avoir résolu grandement le problème de la sécurité, que nous avançons dans l'approche de développement de Singapour sans complexe. Merci, Monsieur Nadembega. Voilà donc pour ce plateau, une émission bilan des 3 ans du MPSR2. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté l'invitation de la RTB. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très vite sur les antennes de la télévision du Burkina. Bonsoir.